À 22 ans, Elisa Williams incarnait le courage discret. Employée depuis 2 ans comme domestique au domaine Laon, un manoir niché dans la campagne francilienne, elle menait une existence rythmée par le travail, les responsabilités, et une solitude silencieuse. Son sourire, bien que fragile, était devenu une habitude. Ce sourire était une façade, un rempart dressé entre elle et un quotidien qui ne lui laissait guère de répit. Le manoir, vaste bâtisse ancestrale appartenant à la famille Laon, baignait dans une atmosphère austère. Les ordres tombaient sans chaleur, les journées s'enchaînaient sans reconnaissance. Elisa y œuvrait sans relâche, mais c'était ailleurs que résidait son véritable combat, chez elle, dans un petit appartement de banlieue, sa mère gravement malade dépendait de soins constants. Malik, son frère de 15 ans, et Jasmine, sa cadette de 10, comptaient sur elle pour survivre. Chaque matin, Elisa se levait avant l'aube. Elle préparait les petits déjeuners, déposait ses frères et sœurs à l'école, puis prenait le RER jusqu'au domaine. Là-bas, elle nettoyait, cuisinait, servait, lavait, réparait sans jamais se plaindre. Les conversations avec ses employeurs étaient rares, et encore plus avec Richard Laon, le patriarche distant et froid, qui semblait ignorer son existence sauf pour lui donner des instructions sèches. Mais Elisa tenait bon. Pour sa mère, Grace, dont le souffle devenait chaque jour plus court. Pour Malik, qui rêvait de devenir ingénieur. Pour Jasmine, qui collectionnait les dessins d'animaux qu'elle rêvait de soigner un jour. Un soir d'hiver, épuisée, Elisa rentra chez elle après une longue journée. L'appartement sentait le linge propre et la soupe aux légumes. Sa mère l'attendait sur le canapé, un plaid sur les genoux, les traits tirés. « Comment s'est passée ta journée, ma fille » demanda Grace, la voix faible, mais le regard chaleureux. « Une journée comme les autres, maman » répondit Elisa en s'agenouillant à ses côtés. Jasmine surgit dans le salon en courant, suivie de près par Malik. Il riait. Ce simple éclat de joie suffisait à Elisa pour se sentir vivante. Pendant quelques secondes, le monde était doux. Mais ces instants étaient rares. Le reste du temps, Elisa luttait contre le sentiment d'étouffement. Elle savait que les médicaments de sa mère coûtaient plus cher que ce que son salaire pouvait couvrir. Les aides sociales étaient lentes, bureaucratiques. Les opportunités d'emploi? Inexistantes. Tu travailles trop, murmura Grace en lui caressant la joue. Je m'inquiète pour toi. Je peux tout supporter, maman. Je le fais pour vous, répondit Elisa, en dissimulant les larmes qui lui montaient aux yeux. Cette nuit-là, elle dormit peu. La fatigue s'était incrustée dans ses os, mais l'angoisse l'empêchait de s'abandonner au sommeil. Et pourtant, elle se leva comme chaque matin, sans broncher. Ce fut ce soir-là, au manoir, que sa vie bascula. Après avoir rangé les couverts du dîner et nettoyé la vaisselle, Elisa s'apprêtait à partir. Le dernier bus vers la ville partait dans 20 minutes. Elle allait enfiler son manteau quand une voix grave la stoppa dans l'encadrement de la cuisine. « Elisa, j'ai besoin d'un mot avec vous. » C'était Richard Laon. L'expression figée, les yeux sombres. Elle se retourna, glacée. Richard ne lui parlait presque jamais et jamais à cette heure-là. « Bien sûr, monsieur » répondit-elle, hésitante. Il tourna les talons sans attendre de réponse et s'éloigna vers le couloir. Elisa le suivit à contre-cœur jusqu'à son bureau, une pièce imposante, dominée par un grand bureau en acajou et des étagères remplies d'ouvrages poussiéreux. Il ferma la porte derrière eux. « Monsieur Laon, que puis-je faire pour vous » demanda-t-elle, la voix tendue. Il resta un instant silencieux, puis s'approcha d'un pas lent. « Vous êtes une fille sérieuse. Discrète. Docile, mais je sais que vous pouvez faire plus. Pour me satisfaire. » Le cœur d'Elisa se serra. « Je ne comprends pas. » Mais il s'était déjà rapproché. Trop proche. L'air devint irrespirable. La panique monta dans sa gorge comme un cri étouffé. Ce qui suivit fut brutal. Une agression. Un vol. Une trahison. Elle tenta de se défendre, mais il était plus fort. Il ne voulait pas entendre. Ses supplications furent ignorées, ses larmes invisibles. Lorsqu'elle réussit à fuir le bureau, titubant dans le couloir silencieux, elle sentit le monde s'effondrer sous ses pieds. Elle monta dans le dernier bus, les mains tremblantes, le regard vide. Chez elle, elle traversa l'appartement à pas feutrés. Sa mère dormait. Les enfants aussi.
Elle referma la porte de sa chambre et s'effondra, le visage dans ses genoux, secoué de sanglots. Elle venait de vivre l'impensable. Et pourtant, le lendemain matin, elle se leva comme si de rien n'était. Pour sa mère. Pour ses frères et sœurs. Mais au fond de son âme, quelque chose s'était brisé. Les jours qui suivirent furent un tourbillon de douleurs silencieuses. Elisa continuait à travailler, le regard baissé, le cœur lourd, l'âme fragmentée. Chaque geste quotidien devenait un combat. La vaisselle tremblait entre ses doigts. Les bruits du manoir lui semblaient plus sourds, comme s'ils provenaient d'un autre monde. Elle évitait Richard Laon avec soin, déviant systématiquement des couloirs où il passait. Mais le corps, lui, ne ment pas. Un matin, alors qu'elle préparait les tartines de ses frères et sœurs, une nausée soudaine la contraignit à courir dans la salle de bain. Le vertige s'empara d'elle, et un pressentiment s'installa. Le calendrier. Les retards. Les signes. Elle acheta un test de grossesse en secret, le glissa dans son sac à main et attendit que tout le monde dorme. Dans le silence nocturne, elle fixa le petit rectangle blanc. 2 lignes. Le monde s'écroula une seconde fois. Le lendemain, après avoir déposé Malik et Jasmine à l'école, Elisa prit une grande inspiration devant le portail du manoir. Elle savait ce qu'elle devait faire, malgré la peur qui l'étreignait. Elle avait besoin de réponses. Elle avait besoin de vérité. Elle attendit la fin du petit déjeuner servi au salon, puis, sans attendre d'être appelée, frappa à la porte du bureau de Richard. « Monsieur Laon, j'ai quelque chose à vous dire, » dit-elle, la voix à peine audible. Il leva les yeux, agacé par l'interruption. « Pas maintenant. J'ai des choses à régler. Ça ne peut pas attendre. Je suis enceinte. Et c'est vous le père. » Le silence fut glacial. Il la dévisagea, les sourcils froncés, le regard déjà sur la défensive. « De quoi m'accuses-tu ? » ? « Je n'accuse pas. Je dis la vérité. » Richard se leva brutalement, faisant racler la chaise contre le parquet. « Tu cherches à me faire chanter ? Tu crois que je vais me laisser piéger ? Tu es finie, Elisa. Je vais m'assurer que personne ne t'embauche plus jamais. Dégage de chez moi. » Ces mots claquèrent comme un fouet. Il appela le gardien. En quelques minutes, Elisa fut expulsée du domaine, une petite valise à la main, humiliée, terrifiée, anéantie. La chute fut brutale. Plus d'emplois. Plus de ressources. Les économies s'amenuisèrent. Les lettres d'huissier commencèrent à arriver. Les pharmacies refusaient de fournir les médicaments sans paiement. L'appartement fut perdu. Avec sa mère affaiblie et 2 enfants à charge, Elisa se tourna vers les structures d'hébergement d'urgence. Les nuits dans les centres étaient froides, les matelas partagés, les repas frugaux. Mais elle tenait bon. Pour Grace, qui respirait de plus en plus difficilement. Pour Jasmine, qui demandait des histoires le soir. Pour Malik, qui ne posait plus de questions, mais regardait sa sœur avec admiration silencieuse. Dans cette tempête, un visage familier revint, Maître Marcus Suarez, l'avocat qu'elle avait rencontré 1 an plus tôt lors d'une permanence juridique gratuite. Cette fois, elle se rendit dans son petit cabinet, situé dans un quartier populaire de Montreuil. « J'ai besoin de votre aide, Marcus, » dit-elle, le regard droit. « Je suis enceinte. C'est Richard Laon, le père. Il m'a agressé. Il nie tout. » Marcus, habitué aux combats impossibles, resta silencieux un instant. « C'est grave. Très grave. Avez-vous des preuves ? » ? « Non. Juste ma parole. Mais je suis prête à me battre. » »« Alors on va se battre. » Une procédure fut engagée. Demande d'ordonnance pour un test de paternité. Audience au tribunal. Tentative de médiation. Menace. Pression. Les connaissances d'Elisa qui auraient pu témoigner se rétractèrent, sans doute influencées par le pouvoir de Richard. Malgré les humiliations, Elisa se présenta à chaque audience, Lucas dans son ventre. Son corps portait la vie, mais son esprit portait la guerre. La presse locale ne s'intéressait pas au dossier. La loi, bien que du côté de la victime, était lente. Et Richard, lui, utilisait chaque faille. Un après-midi de novembre, Marcus l'attendait dans son bureau, les traits tirés. « Elisa, le tribunal refuse l'injonction de test ADN. »
Il argue qu'il n'y a pas assez de preuves pour contraindre Monsieur Laon. Vous êtes en train de me dire que je ne pourrai jamais prouver la paternité? Sans preuve matérielle, nous risquons de tout perdre. Je suis désolé. Elle hocha lentement la tête. Une larme coula, silencieuse. Mais elle ne cria pas. Elle ne supplia pas. Elle serra les dents. Alors je ferai sans. Je n'ai pas besoin de sa reconnaissance pour élever mon fils. Et c'est ce qu'elle fit. Quelques mois plus tard, Elisa donna naissance à Lucas, un petit garçon à la peau claire et aux yeux perçants. Il était le fruit d'un acte injuste, mais aussi de son amour inconditionnel. Elle l'enlaça contre elle dans la salle d'accouchement publique d'un hôpital de Seine-Saint-Denis, promettant de le protéger envers et contre tout. Les années passèrent. Elisa mendiait parfois un repas, acceptait des missions d'intérim au noir, se présentait dans des entretiens où son nom était immédiatement écarté. Mais elle persistait. Elle vivait. Elle aimait. Elle se battait. Lucas grandissait. Un enfant joyeux, intelligent, curieux. Et malgré l'adversité, malgré la douleur toujours tapie dans son ventre, Elisa savait une chose. Elle avait survécu. 5 années avaient passé depuis la naissance de Lucas. Elisa, bien que marquée par la vie, tenait toujours debout. Ses nuits restaient courtes, passées entre les files d'attente des aides sociales et les emplois temporaires que personne d'autre ne voulait. Mais son fils, lui, grandissait dans l'amour et l'espérance. Lucas, désormais âgé de 5 ans, débordait de vie. Chaque éclat de son rire était une victoire contre le destin. Il vivait dans un foyer modeste à Saint-Ouen, dans une chambre partagée avec Grace, Malik et Jasmine. Grace, malgré une santé fragile, conservait une lumière dans le regard chaque fois qu'elle observait sa fille. « Tu nous tiens tous à bout de bras, Elisa, tu es notre pilier », lui répétait-elle souvent. Un après-midi d'été, alors que Lucas jouait au parc sous un grand tilleul, Elisa reçut un appel qu'elle n'attendait plus. « Bonjour Elisa, c'est Marcus Suarez. » Elle se figea. Richard Laon est très malade. Le diagnostic est sans appel. Il lui reste peu de temps à vivre, et il veut vous voir. Il m'a demandé de vous transmettre ce message, il souhaite reconnaître Lucas comme son fils. Un silence lourd s'installa. C'est un piège? Murmura-t-elle, le cœur au bord des lèvres. Je l'ignore, Elisa. Mais, c'est peut-être une occasion. Pour Lucas. Pour que la vérité soit enfin reconnue. Cette nuit-là, Elisa dormit peu. Elle revoyait le visage de Richard, le poids de ses gestes, la violence de ses mots. Mais elle pensait aussi à Lucas. À son droit de savoir. À sa dignité future. Au matin, elle prit sa décision. Le lendemain, accompagnée de Marcus, elle se rendit à l'hôpital public de la Pitié-Salpêtrière. Lucas, main dans la sienne, regardait les couloirs blancs avec curiosité. « Maman, qui allons-nous voir ? » « Un homme, important, mon amour. Il veut te parler. » La chambre de Richard était silencieuse. L'homme qui jadis imposait la peur n'était plus qu'un vieillard amaigri, le souffle court, les yeux pleins de regrets. « Merci d'être venu, souffla-t-il. Je suis venu pour mon fils. »« Pas pour toi, » répondit Elisa, glaciale. Richard hocha lentement la tête. Il regarda Lucas, les yeux humides. « Lucas ? Je suis ton père. J'ai été un lâche. J'ai détruit ta mère. Mais je ne veux pas quitter ce monde sans dire la vérité. Lucas ? Je suis ton père. J'ai été un lâche. J'ai détruit ta mère. Mais je ne veux pas quitter ce monde sans dire la vérité. » Elisa resta immobile. Elle observait la scène sans intervenir. Elle ne pardonnait pas. Mais elle laissait à Lucas le droit de voir. D'entendre. Richard tendit à Marcus une enveloppe. À l'intérieur, des documents notariés, signés, datés. Il reconnaissait officiellement Lucas comme son fils, et lui léguait une part considérable de ses biens. Assez pour changer leur avenir. J'aimerais faire au moins ça. Pour vous. Pour lui. Elisa ne dit rien. Elle serra Lucas dans ses bras. Un torrent d'émotions la traversa, colère, soulagement, tristesse, épuisement. Quelques jours plus tard, Richard Laon mourut. Le testament fut appliqué sans contestation, Lucas devint héritier légitime. Avec l'aide de Marcus, Elisa s'occupa de tout.
Elle acheta un appartement pour sa famille, dans une résidence calme de Suresnes. Grace reçut les soins médicaux nécessaires. Malik et Jasmine intégrèrent des écoles privées. Mais surtout, Elisa s'accorda enfin un droit qu'elle ne s'était jamais offert, celui de rêver. Elle s'inscrivit à une formation diplômante en gestion d'association, tout en travaillant à temps partiel dans une ONG venant en aide aux femmes victimes de violences. Là, elle rencontra d'autres survivantes. Elle écouta. Elle partagea. Elle tendit la main. Un soir, dans un cercle de paroles, une jeune femme en pleurs murmura. « Je pensais que je ne pourrais jamais me relever. » Elisa s'approcha, lui prit la main. « On se relève. Pas en effaçant ce qu'on a vécu, mais en le transformant en force. Tu n'es pas seul. » Le temps passa. Lucas entra à l'école, joyeux, curieux, aimé. Elisa veillait sur lui comme sur une promesse. Grace, bien qu'affaiblie, retrouvait le sourire en observant sa famille réunie. Sur le balcon de leur nouvel appartement, par une fin de journée douce, Elisa observa les lumières de la ville. « Maman, regarde comme on est bien maintenant, » dit Jasmine. « On a une vraie maison, » ajouta Malik. « C'est grâce à toi, Elisa, » murmura Grace. « Tu nous as sauvés. Tu t'es battue comme personne. » Elisa sourit. Pour la première fois depuis longtemps, son sourire n'était pas une façade. Il était vrai. Entier. Elle n'avait pas oublié. Les cicatrices restaient. Mais désormais, elle faisait partie d'une histoire plus grande. Une histoire de résilience, de courage, d'amour. Une histoire qui prouvait que, même au cœur de l'injustice, une lueur peut persister. Et cette lueur s'appelait Lucas.